Julien Bayou, bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Sur la Terre, ça va moins bien que sur la Lune, apparemment. Même si hier, le sommet de Versailles a cherché des solutions, l'Ukraine fait partie de la famille européenne, nous disent les dirigeants de l'UE, mais ne peut adhérer rapidement à l'Union européenne. Est-ce que ça vous satisfait ? Mais je suis heureux qu'on reconnaisse enfin le caractère européen de l'Ukraine. On oublie en fait que dès 2004, la révolution orange tournait déjà autour de l'appartenance européenne, ou plutôt à l'égard de la Russie, que la révolution de 2014, ce qu'on appelait Maïdan, était déjà liée au refus de Yanukovych de signer le partenariat avec l'Europe. En fait, c'est un peuple qui se veut démocrate, pacifique et européen. Mais il devra patienter. Et oui, parce qu'il y a des procédures d'adhésion, et c'est normal. Et en plein conflit, on comprend. Puis il y a par ailleurs des niveaux de démocratie, de développement. Il y a d'autres pays européens qui sont en attente. Mais la reconnaissance du caractère de pays candidat, je pense, c'est un moment important. Et puis moi, je me réjouis, parce que nous sommes pro-européens avec les écologistes. Et souvent, on nous a dit, non mais l'Europe affaiblit la France, vous voyez. Il faut en sortir, il faut un part de côté. Oui, mais là, on comprend que l'Europe est un formidable outil de paix et de prospérité. Et que c'est la réponse ferme de l'ensemble de l'Europe à l'égard de l'agression de l'Ukraine par la Russie qui va peut-être changer la donne. Il faut pour cela faire l'Europe de la défense. Si vous étiez au pouvoir, vous accepteriez une augmentation du budget de l'armée pour construire cette Europe de la défense ? Mais nous le disons depuis des décennies. Il faut une Europe de la défense. En fait, on ne peut pas rester dans la dépendance à l'égard des capacités logistiques américaines. Quand on a voulu évacuer Kaboul, très concrètement, tout dépendait de la logistique américaine. La force française n'a pas son autonomie stratégique. Et dire qu'on doit quitter l'OTAN pour se vassaliser complètement vis-à-vis de l'impérialisme russe me semble une folie absolue. Et donc, cette histoire de non-aligné qui date de 1955, je pense, a complètement vécu. L'enjeu, c'est la construction d'une force de défense européenne. Nous le disons depuis des décennies, ça a été systématiquement refusé, délayé. Donc oui, il faut investir dans une capacité de défense européenne, une autonomie stratégique indépendante. Ces sujets-là, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'OTAN, ils rendent vraiment les gauches irréconciliables. Entre Mélenchon et vous, il n'y a plus rien de commun sur ce sujet. C'est pas le sujet. Mais par contre, je pense qu'il faut dire que la complaisance à l'égard de Vladimir Poutine, ou la soi-disant réelle politique, le fait de regarder les forces en présence au mépris du droit des peuples. Moi, j'étais observateur électoral en Ukraine en 2014. Donc, j'étais pas dans l'analyse politique, géostratégique de si la Russie, ceci, cela. L'enjeu, c'était le droit des Ukrainiens et des Ukrainiennes à la démocratie, à pouvoir choisir librement leur gouvernance et leur horizon. C'est ça l'enjeu, c'est le soutien à la paix et à la démocratie en Europe. Et moi je le dis, il n'y a pas de paix et de sécurité en Europe si les Ukrainiens n'en bénéficient pas. La protection temporaire est accordée aux réfugiés ukrainiens qui arrivent en Europe. Est-ce que c'est suffisant, ce statut ? C'est un premier pas, il faut organiser l'accueil. Là encore, c'est au niveau européen que ça se joue. Encore une fois, les personnes qui ont voulu nous dire, les soi-disant patriotes, souverainistes, qui sont en fait financés par les Russes, qui nous disent que la France sera plus forte sans l'Europe, se méprennent complètement, ou nous trompent. Parce que face à l'évasion fiscale, face au dérèglement climatique, ou face à l'accueil des réfugiés, eh bien l'enjeu, c'est d'organiser les choses au niveau européen. Quand vous dites financé par les Russes, vous pensez à du financement direct ou aux prêts bancaires ? Le Front National, pour le dire très concrètement, ne survit que parce qu'il y a eu un prêt de 8 millions d'euros qui rembourse très peu, octroyé par un oligarque russe. Non, mais ça pose la question. Les soi-disant patriotes, les soi-disant souverainistes sont financés par les Russes. On a eu la même chose en Autriche, où un président écologiste avait battu le Premier ministre d'extrême droite, et finalement, on avait découvert que l'extrême droite autrichienne était non seulement avait des liens avec les Russes, mais avec des liens avec les services secrets russes. Donc il y a cette vassalisation de la France et de l'Europe. Nous disons, nous écologistes, la solution aujourd'hui et demain, c'est mieux d'Europe et enfin la transition écologique. Le choc économique est rude. En restant fidèle à la transition écologique, quelles mesures prendriez-vous aujourd'hui sur les carburants ? Mais justement, on est aujourd'hui dépendant et beaucoup de ménages sont pris à la gorge parce qu'il y a eu un défaut d'anticipation. La crise énergétique, elle n'est pas nouvelle. En 2018, les Gilets jaunes avaient déjà secoué le pays sur une question de carburant, et c'était quelques centimes à l'époque. Qu'a fait le gouvernement depuis ? Absolument rien. Nous disons, la sortie de la dépendance aux énergies fossiles, c'est la condition d'une vraie indépendance énergétique. La vraie, pas celle où on dépend de l'uranium kazakh. La vraie indépendance énergétique, c'est les renouvelables. Et pour limiter la dépendance, pour limiter le choc, parce qu'on va en avoir de plus en plus nombreux, on est rentré dans une crise, dans un monde de crise plus fréquente sur l'énergie. Pour limiter cette dépendance, c'est la transition écologique, c'est la rénovation thermique,
Oui. C'est concrètement économiser sur votre facture chaque mois parce que on a changé la pompe à fuel ou autre. Et puis le renouvelable, bien sûr. Et le renouvelable, néanmoins, en attendant cet horizon... Il vaut mieux dépendre du vent, comme le dit Yannick Jadot, il vaut mieux dépendre du vent que de Poutine. Est-ce qu'il ne faut pas quand même passer par un renforcement provisoire de notre capacité nucléaire avant d'atteindre cette transition ? Mais il n'y a pas de renforcement provisoire. Sur le nucléaire, je pense que déjà on a tous été saisis d'effroi quand on a appris que la centrale Tchernobyl faisait l'objet de combats, que la plus grande centrale d'Europe en Ukraine avait été saisie par les Russes, elle avait été bombardée et que c'est au prix de terribles sacrifices que les pompiers ukrainiens ont stabilisé la situation. Je crois qu'il faut arrêter avec cette histoire de nucléaire sécurisé. Nous avons livré des pastilles d'iode en Ukraine. Très bien. Peut-on garantir qu'il y a un stock, comme le prévoit la loi, pour l'ensemble de la population française ? C'est une demande que je fais. Aujourd'hui, on n'a pas l'information et vous savez que sur les masques, sur les tests, on avait des stocks stratégiques qui n'étaient pas au niveau. Mais je voudrais revenir sur cette lubie de l'indépendance énergétique que garantirait le nucléaire. L'uranium, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Europe, depuis 20 ans. C'est au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Et donc, ce sont des pays sous influence russe, disons-le très clairement. Et il n'y a pas de provisoire. Parce que pour démarrer une centrale, on le sait malheureusement, le contribuable français le sait, ça prend 20 ans et beaucoup plus de milliards que prévu. Donc l'enjeu pour agir aujourd'hui, c'est la rénovation thermique, c'est la réduction de la dépendance à la voiture, pour éviter qu'on gare des voitures sur le périph', parce que voilà, c'est les transports collectifs, et puis c'est le développement des énergies renouvelables. En 3 ans, vous avez un vrai champ d'éolien offshore, comme au Danemark, avec une énergie 2 fois moins chère que le nucléaire, alors qu'une centrale hypothétique peut rentrer en fonctionnement dans 20 ans. Donc l'enjeu, l'immédiat et demain, c'est la transition écologique et l'Europe. La colère continue en Corse après l'agression d'Ivan Colonna dans sa prison il y a une semaine. Est-ce que l'État est responsable quelque part de cette agression ? Oui, je crois qu'il y a une faute, en tout cas, de maintenir le statut d'Ivan Colonna en détenu particulièrement signalé, alors que la famille demandait qu'il soit rapproché. Ça peut sembler un détail, mais évidemment pour la famille, pouvoir visiter le détenu sans aller sur le continent, c'est très compliqué. Ça coûte très cher. Donc c'est une demande de longue date, et je note que d'ailleurs elle vient d'être octroyée alors qu'il est dans une situation de santé terrible. Est-ce qu'il faut étendre à Alessandri et Ferry, à ceux qui sont encore en prison, qui ont été condamnés avec Colonna et même avant, est-ce qu'ils doivent être, eux, rapprochés de leur famille désormais ? Oui, je pense que c'est peut-être d'ailleurs en bonne voie. Pour moi, il y a un enjeu de dialogue et d'apaisement. C'est-à-dire que cette demande était faite. Elle est finalement octroyée, bien tard. C'est vécu comme une provocation. L'enjeu, c'est que le gouvernement se rende sur place. Vous savez... Si cette situation avait eu lieu à Mulhouse, à Nantes, on aurait déjà plusieurs membres du gouvernement sur place. On avait déjà eu la même situation aux Antilles. La Guadeloupe était l'objet de profondes violences. Il y avait une armurerie qui avait été braquée et le ministre d'Outre-mer était trop occupé à préparer la campagne. Et là, il y a une indifférence du gouvernement. Je comprends pas. Est-ce que ce sont à vos yeux des prisonniers politiques ? Non. Écoutez, il faut dire les choses. Ivan Colonna a assassiné un préfet, donc c'est un criminel. Simplement, en détention, il a droit au même droit que les autres détenus. Quelle est votre ambition aujourd'hui dans la campagne présidentielle pour Yannick Jadot ? Être au-dessus de 5%, rattraper Mélenchon, préparer la suite, c'est-à-dire les législatives ? Gagner la présidentielle. Encore aujourd'hui ? Le jeu reste parfaitement ouvert. Évidemment qu'on pourrait avoir l'impression que la situation en Ukraine, la guerre sur le continent, la tension, la flambée des prix pour toutes ces personnes prises à la gorge par le défaut d'anticipation de nos gouvernements sur la transition écologique, on pourrait imaginer que ça glace le débat. Au contraire, ça rend de la vertu à la politique. Ça rend l'échéance qui vient le 10 avril, c'est pas juste une élection de plus. Vous voyez, on voit bien qu'on est confronté à des choix de société, des choix de civilisation même. L'Europe ou non ? La paix et la sécurité en Europe ou non ? Et quid de l'avenir de nos enfants ? Quelle planète leur laisser ? La transition écologique garantit des emplois, la réduction de la dépendance à l'égard de la Russie, une véritable indépendance énergétique, et la sauvegarde du climat. C'est tout l'enjeu des semaines qui viennent de pouvoir installer cette réflexion dans l'opinion. Et je me réjouis, moi, que les marches climat qui démarrent ce week-end, le slogan, c'est « Paix, climat, même combat ». Vous voyez, la sortie des énergies fossiles est un enjeu de paix, de prospérité et d'indépendance. Sandrine Rousseau a été mise à l'écart de la campagne. Est-ce que ça augure de règlements de compte futurs, de tensions dans votre parti, dans les prochaines échéances, pour les congrès, par exemple ? Tout le monde est mobilisé sur la campagne présidentielle. On s'occupe que de ça. C'est une famille mobilisée et unie.
Absolument. Vous n'êtes pas en train déjà de penser quand même à la nécessité de faire des états généraux de la gauche ou au moins une union pour les législatives? L'enjeu, si on doit se projeter sur le temps long, mais moi je suis concentré sur la présidentielle, sur le 10 avril et sur le 24 avril. Ensuite, il y aura effectivement des législatives. C'est important, c'est le financement, c'est la capacité d'avoir une parole à l'Assemblée. Il faudra être unis sur les circonscriptions. C'est la capacité d'avoir un groupe majoritaire qui appuie l'action du président écologiste Yannick Jadot. Voilà, nous y allons pour gagner. Il n'y a rien qui est joué. Évidemment, le président Macron, candidat, qui a aussi fait campagne un peu sur les moyens publics, est favori. Mais là, qui est en face? Ça n'est pas encore joué, ça va se jouer dans les 3 semaines. Et je crois qu'il faut, je pense aux auditeurs, aux auditrices, ne pas sous-estimer notre propre capacité à peser sur le cours des choses. C'est ça l'enjeu qui se passe, plutôt que de céder aux pronostics, pas vous, hein, mais des éditorialistes un peu paresseux. Rien n'est joué pour ce second tour. Et donc l'enjeu, c'est de se mobiliser pour le premier. Mais si je peux pas esquiver votre question, il y a un enjeu de redéfinir un peu le champ politique. Nous avons l'extrême droite, réac, antisémite. Nous avons le statu quo conservateur, qui n'anticipe rien. Et puis il y a le progressisme, et c'est l'écologie en fait. Hein. Pour aujourd'hui, pour demain, pour les plus vulnérables et pour les générations futures, c'est l'écologie et l'Europe la solution. Dans ce progressisme-là, l'écologie reste sur la retraite à 62 ans et une meilleure égalité homme-femme, ou bien allonger un peu jusqu'à 65 ans, comme le propose Macron, parce qu'il faudra financer la crise actuelle et le système social, c'est accessible. C'est parfaitement injuste, cette proposition de réforme. En fait, on vit plus longtemps parce qu'on travaille dans des meilleures conditions ou qu'on travaille moins. Et donc, il ne s'agit pas de travailler plus longtemps. On sait bien qu'il y a des personnes qui meurent avant l'âge de la retraite. L'enjeu, c'est la prise en compte de la pénibilité. C'est ce que nous proposons avec Yannick Jadot. À 65 ans, c'est pas du tout la même chose, ou à 60 ans, c'est pas du tout la même chose que de faire votre métier et le mien, que de faire caissier, caissière, infirmier, infirmière, ou bien sûr aide de ménage. Vous voyez, donc l'enjeu, c'est la prise en compte de la pénibilité. Julien Bayou, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. Lundi, votre invité sera l'essayiste Chloé Morin.